Planète. Christophe Andelatte. Alors que Vladimir Poutine a décidé de changer l'ordre du monde, j'avais envie de vous raconter son histoire, sa petite et sa grande histoire, de sa naissance jusqu'à son accession au pouvoir. Vous verrez, c'est passionnant, parfois croustillant et très éclairant sur l'homme qui plus tard prendra le risque de relancer une troisième guerre mondiale. Pour débriefer cette histoire, j'ai choisi l'homme de la situation. Il est russe, d'origine ukrainienne. Il est de la même génération que Poutine. Il a été diplomate et il est aujourd'hui un grand écrivain. Vladimir Fedorovski débriefera cette histoire avec moi. Voici l'histoire passionnante de la fabrication de Vladimir Poutine. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. C'est à Saint-Pétersbourg que tout commence, dans les années 60. Enfin, à Leningrad, c'est comme ça qu'on dit à l'époque. Le jeune Vladimir est fils unique et il habite avec ses parents dans un appartement communautaire, au 4e étage d'un immeuble décati du centre-ville. Communautaire, ça veut dire que les Poutines le partagent avec 2 autres familles. Une cuisine pour tout le monde et une pièce pour chaque famille. Vladimir et ses parents vivent donc à 3 dans la même pièce. Les parents dorment dans un lit caché derrière un paravent et lui dans le canapé. Et la toilette dans une bassine. Attention, les Poutines ne sont pas plus misérables que les autres. Ils sont soviétiques. Et la plupart des soviétiques vivent comme ça à l'époque, chichement et sans aucune intimité. Papa Poutine a fait la guerre, et depuis il boite. Maintenant il est ouvrier et membre du Parti communiste. Maman Poutine aussi est ouvrière, et elle aussi a vécu la guerre. C'est important, ça. Les parents de Vladimir ont vécu le siège de Leningrad par les Allemands dans leur chair. Ils ont connu la famine, la peur, les bombes, les cadavres partout, 2 millions de morts. Quand Vladimir est tout petit, on en parle souvent à table. Souviens-toi de ça, Vladimir. C'était terrible. Terrible. Enfant, vers 10 ans, Vladimir est un petit morveux. Un sale gosse qui, quand il n'est pas à l'école, traîne dehors avec les loulous du quartier. Et ça fume des clopes, et ça picole de la vodka ou de la bière, ça règle ses comptes à coups de mornif. Et Vladimir n'est pas le dernier. C'est une petite teigne. Et à ce rythme-là, il n'est pas prêt de devenir président. Alors, qu'est-ce qui va remettre Vladimir dans le droit chemin? La légende dit que c'est son institutrice, Vera Gourevitch. Madame Gourevitch, vous devez choisir un de vos élèves avec gros potentiel. Et vous vous occuperez de lui comme de votre fils. Avez-vous une idée de qui ce pourrait être? Oui, je pense à Vladimir. C'est un garçon intelligent, même s'il mène aujourd'hui mauvaise vie. Si je m'occupe de lui, il peut réussir. Merci beaucoup, Madame Gourevitch. Le parti sera reconnaissant à votre endroit. L'histoire est peut-être un peu trop belle. Elle a sans doute été un peu enjolivée. L'enseignante qui sauve l'élève en perdition fait partie des mythes communistes. N'empêche qu'à partir du moment où Madame Gourevitch se met à cornaquer Vladimir, il rentre dans le rang. Vlad, давай, слушаешь. Tchaïkovski, c'est merveille. Et oui, maintenant Vladimir se passionne pour la musique classique. Et il va à des concerts. Et à l'approche de l'adolescence, il lit du matin au soir. Un miracle.
À côté de ça, à partir de ses 15-16 ans, il fait du judo. Et son maître de judo a sans doute compté autant que l'institutrice Gourevitch. D'autant que régulièrement, les responsables du KGB de Leningrad viennent voir le maître. Nous cherchons sportifs, combattants, beaucoup de volonté. Le KGB aime les jeunes qui aiment se battre et qui savent se battre. Et ça tombe bien, Vladimir rêve d'être espion. La vocation d'espion du jeune Vladimir grandit quand il a 20 ans et qu'un jour il voit à la télé une série qui s'appelle « Les 17 moments du printemps ». Une série en 12 épisodes, dont le héros est une sorte de James Bond soviétique, Stirlitz. Belle gueule, le costume impeccable, Stirlitz est espion au KGB. C'est décidé, Vladimir sera espion, comme Stirlitz. Priorité du jeune Vladimir à partir de ce moment-là, les muscles. Il fait du judo tous les jours et il participe à des compétitions. Et il gagne. Il a 22 ans, des pectoraux de lutteur de foire et des biscottos gros comme ça. Mais pour être espion, on lui a bien expliqué qu'il n'y a pas que les muscles qui comptent. Le voilà donc en faculté de droit. Il y passe 1 année, 2 années, 3, 4 années, et en 5e année, bienvenue au KGB, jeune Poutine. Vous allez commencer par la base du métier, contre-espionnage, la surveillance des gens qui nous veulent du mal. Et nous verrons si vous méritez plus. Mais les années défilent et Vladimir reste un espion, de base, un tout petit espion de rien du tout. En attendant mieux, il se marie avec Ludmila, étape indispensable s'il veut être nommé espion à l'étranger. Car c'est ça qu'il veut, sortir d'Union soviétique, aller jouer des espions ailleurs. Et puis un jour, il a 32 ans, vous allez suivre formation de l'université du KGB. Ça y est, son rêve est en train de se réaliser. Il va apprendre le vrai métier, de vrai espion. Et au bout d'1 an, Vladimir Poutine, vous allez être envoyé en mission à Dresde, en Allemagne de l'Est. Dresde? Ouais, c'est pas Washington, hein, ou Londres ou Paris. C'est une ville de province d'un autre pays communiste. Mais bon, c'est déjà ça. Et donc le voilà à Dresde avec Bobonne. C'est pas la fête du slip à Dresde à l'époque. Et son travail n'est guère passionnant. Camarade Poutine, il faudrait mettre le fiche à jour. Alors qu'est-ce qu'il fait, le jeune Poutine, tout petit espion de rien du tout? Il fait ce que beaucoup d'hommes font quand ils s'ennuient. Il picole. J'insiste là-dessus, parce qu'on dira plus tard qu'il est sobre comme un chameau. Possible. Mais là, à Dresde, il distille sec. Bière, vino, vodka, tout ce qu'il trouve. À la fin des années 80, Vladimir est toujours petit espion de rien du tout à Dresde. Et là survient un cataclysme. La chute du mur de Berlin. Un monde s'effondre, le sien. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il est espion en Allemagne de l'Est et il n'y a plus d'Allemagne de l'Est. Si ça se trouve, il y aura bientôt plus d'URSS. L'URSS, sur laquelle il a bâti tous ses rêves. C'est un peu comme un tapis qu'on lui enlève sous les pieds de son ambition. Et en attendant, il y a gros problème. Les habitants de Dresde libérés veulent la peau du KGB. Et ils sont là devant la porte, à secouer la grille. Le lieutenant-colonel Poutine arrête comme un piquet.
sort seul face à la foule. « Nous sommes armés. Reculez, reculez-vous. Nous ne vous laisserons pas entrer. » Et les manifestants s'en vont. Cet homme a manifestement de l'autorité, comme on dit. En attendant, hors de question de rester à Dresde. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ludmila, dawaj, bystre. Il prend Bobonne et ses 2 enfants. Il a eu 2 filles entre-temps. Et il rentre à Leningrad. En bagnole. Le moral dans les chaussettes. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce que l'URSS au moins va survivre? Vous connaissez la réponse? Niet. Il va falloir qu'il se trouve une place dans le nouveau monde. Le voilà donc non plus à Leningrad, mais à Saint-Pétersbourg. La ville vient de changer de nom. Il est au chômage. Et donc il est revenu chez papa-maman dans l'appartement communautaire, avec Ludmila, sa femme, et les 2 gamines. Bonjour la promiscuité. Ça sent le pied et le graillon 24 heures sur 24. Et vous qui le connaissez un peu aujourd'hui, vous imaginez dans quel état de nerfs il est. Et en plus, il a la trouille. Il est un ancien du KGB. C'est pas trop à la mode. Ludmila, qui est mon pistolet? Eh oui. La nuit, il dort avec un pistolet sur sa table de nuit. Un Makarov. Il faut qu'il trouve un travail. Et c'est possible pas dans un rôle subalterne, pas professeur comme on le lui propose. Il lui faut un travail qui lui permette de reprendre sa marche en avant dans ce nouveau monde démocratique. La Fédération de Russie, c'est comme ça que ça s'appelle, maintenant. Le pays a un nouveau président, Boris Yeltsin. Il a été élu par le peuple, comme en Occident. C'est un sacré changement. Et là, se passe quelque chose d'étonnant, et d'assez mystérieux d'ailleurs. Un retournage de veste radical. Vladimir Poutine, ancien tout petit espion de rien du tout de l'Union soviétique, entre au service d'Anatoly Sobchak, le nouveau maire démocrate de Saint-Pétersbourg, l'un de ses anciens professeurs de droit d'ailleurs, une figure de proue du nouveau régime. Il a participé à la rédaction de la nouvelle constitution. Et il a besoin d'hommes de confiance, Sobchak. Et cet ancien petit espion est exactement ce qu'il lui faut. C'est Poutine. On me dit qu'il est très fidèle. Au moins, il ne me fera pas d'ombre. Il n'était pas communiste, Vladimir? Si, mais ça n'est plus trop à la mode. Maintenant, il roule pour Sobchak. Il est joli, non? L'envers de ma veste. Ah, c'est très bien, les vestes réversibles. Mais, à propos, quel est son rôle dans l'entourage de Sobchak? Lui porter le café le matin? Faire son secrétariat? Que nenni! Avec la démocratie, Saint-Pétersbourg part à volo. L'insécurité y est galopante. Les habitants ont faim. Les prix augmentent tous les jours. Les magasins sont vides. Et les gens commencent à dire « c'était mieux avant ». Sobchak a besoin d'une poigne de fer. Il a besoin d'un type un peu raide pour l'aider à remettre de l'ordre. Et Poutine est l'homme le plus raide de la ville. Et en matière de poigne de fer, il est l'homme de la situation, au sens propre comme au sens figuré. Parce que quand ce type vous serre la main, Здравствуйте, on dirait un casse-noix. Il vous rend la paluche en bouillie. En échange, Poutine est choyé. Nous vous avons trouvé très bel appartement et voiture de fonction, Volga. Et les plus beaux restaurants, et du caviar sans faire péter la sous-ventrière. La belle vie, quoi. Et puis Poutine et Sobchak deviennent amis. Ils passent même leurs vacances ensemble. Et un jour, Vladimir, j'ai besoin que tu t'occupes des investissements étrangers dans notre ville. C'est un poste de confiance. Tu sais très bien que tu peux compter sur moi, Anatoly. Ma fidélité est sans faille. Ça,
c'est la plus grande qualité de Vladimir, la fidélité. Il est fidèle. Et plus tard, il exigera qu'on le soit avec lui. Sinon... À partir de ce moment-là, un Français, un Anglais ou un Américain qui veut s'installer pour des affaires à Saint-Pétersbourg doit forcément passer par Vladimir Poutine. Et ça donne quoi ? Eh bien, un marigot d'affairistes. Des types qui arrivent avec des centaines de dollars et qui, en quelques mois, en ont des millions. Et d'après vous, est-ce que Poutine se sert au passage ? Oui, bien sûr. Dans l'entourage de Sobchak, tout le monde s'en met plein les fouilles. Anatoly Sobchak le premier, et Poutine dans la foulée. Il empoche des pots de vin, en toute impunité. Mon cher Anatoly, il y a problème avec votre ami Poutine. C'est très mauvais pour votre image. Problème? Никаких problème. Aucun problème. Circulez. Quand au bout de 5 ans, à la tête de Saint-Pétersbourg, Sobchak est battu aux élections et plie bagage, Poutine se retrouve à nouveau le bec dans l'eau. Mais pas longtemps. On l'a repéré à Moscou. Le président Yeltsin le fait venir dans la capitale et il l'embauche à son cabinet. Pas à un poste clé, hein. Pas encore. Vous vous occuperez des questions juridiques dans notre administration présidentielle. Scribouillard. Pour l'instant, scribouillard. Au service d'un président Yeltsin qui est dans un état pitoyable. Bourré du matin au soir, bredouillant, tremblant, parfois incapable de tenir debout. Il y a une scène incroyable à cette époque-là. Yeltsin reçoit Bill Clinton au Kremlin. Mr. President, en face, Yeltsin est caramélisé, rougeau, il raconte n'importe quoi. La honte pour la Nouvelle-Russie. Dans l'entourage de Yeltsin, on commence à être très inquiet. Il faut s'en débarrasser. Et vite. D'accord. Mais qui mettra sa place? Qui pour remplacer Boris? L'entourage voudrait bien décider à sa place, mais Yeltsin s'accroche. Il est bien décidé à choisir lui-même son successeur. Pas tout de suite, hein. Quand le temps sera venu. Entre-temps, Vladimir Poutine a gravi une par une toutes les marches de l'administration présidentielle. Il est chaque jour un peu moins scribouillard et un peu plus proche du pouvoir. On vient de lui offrir un poste en or, une accélération fulgurante de sa carrière. J'ai l'honneur de vous annoncer la nomination de Vladimir Vladimirovitch Poutine à la direction du service fédéral de sécurité. Le FSB, le nouveau KGB. Poutine, le petit espion de rien du tout, devient le patron du renseignement russe. Et le FSB, à l'époque, en 1998, c'est un marigot, un service qui est corrompu jusqu'à la moelle. Va-t-il faire le ménage? Bof. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une petite histoire croustillante qui date de cette époque. Au moment où Poutine est nommé patron du renseignement, un homme, le procureur général Skouratov, a décidé de faire tomber toute la petite mafia qui gravite autour du président Yeltsin. À commencer par les oligarques qui se goinfrent dans son entourage. Le milliardaire Berezovski, par exemple. Le procureur Skouratov vient d'ouvrir une série d'enquêtes. Ça sent le roussi. Mais le nouveau patron du renseignement a une idée. Un jour, le procureur se laisse aller à une partie de jambes en l'air avec 2 donzelles dans une chambre d'hôtel de Moscou. Poutine a fait installer une caméra dans la piole. Le FSB filme tout. Ça y est, vous avez les images. Portez cassette à la télévision et demandez-leur de la diffuser. Pas à 8 heures, hein. Dans la soirée, quand les enfants seront couchés.
La partie de Yoplaboum du procureur Skouratov passe à la télé, telle qu'elle, sans flottage, sans volonté de préserver les âmes pudiques. Un film porno dont le héros est le procureur général Skouratov. En Russie, on appelle ça un compromat. C'est d'une efficacité redoutable. Le procureur est viré et les enquêtes enterrées. Il est comme ça, Vladimir. Depuis tout petit, quand il travaille pour quelqu'un, il le défend comme un bulldog. Avec cet épisode, Poutine s'est attiré les grâces de toute la petite mafia de milliardaires. Les oligarques qui profitent de la faiblesse de Yeltsin pour s'en mettre plein les poches. Ces dernières années, ils se sont partagés les richesses du pays. À toi le pétrole, à toi le gaz et à moi le minerai de fer. Pendant que Yeltsin cuve sa vodka, ils ont fait main basse sur la Russie. Et ils voient bien que ça ne va pas durer. Boris ne tiendra pas. Il nous faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Tu as raison, mais quelqu'un de pas trop ambitieux. Quelqu'un qui ne contredira pas nos plans. Que pensez-vous du directeur du FSB, Vladimir Vladimirovitch Poutine? Il est loyal, il est discret, il est même un peu terne. Je pense que c'est l'homme qu'il nous faut. Il ne nous fera pas d'ombre. L'homme qui vient de prononcer cette prophétie peu visionnaire s'appelle Boris Berezovsky. Il est riche comme Crésus. Sa fortune s'élèverait à 3 milliards de dollars. À la chute de l'URSS, il a mis la main sur une bonne partie des richesses du pays. Et il détient notamment la première chaîne de télévision de Russie, ORT. Chaîne qu'il a mise évidemment au service de Yeltsin. Et c'est lui qui, durant l'été 1999, saute dans son jet privé et va proposer le plan des oligarques à Poutine. Poutine est à ce moment-là en vacances en France, à Biarritz, sur la côte basque. Il a loué un petit appartement face à la mer avec Bobonne et ses 2 filles. Les services secrets français doivent savoir qu'il est là. Mais à Biarritz, il est totalement anonyme. Il va à la plage, il va au restaurant, il visite. Il y a toujours eu beaucoup de Russes à Biarritz. Ça remonte à la Révolution de 17, quand Lénine a pris le pouvoir. Une partie de l'aristocratie russe est venue se réfugier là, face au rouleau de l'Atlantique. Et donc, entre une glace à la vanille et une part de gâteau basque, un jour d'août 1999, Poutine voit débarquer Berezovsky. Mon cher Vladimir, je suis venu te dire que dans l'entourage du président, on pense beaucoup à toi pour lui succéder. Lui succéder? Oui, en tant que président de la Fédération de Russie. Pas demain, mais disons à moyen terme. Honnêtement, Poutine n'en revient pas. Il n'a jamais pensé remplacer Yeltsin. Jamais. Mais puisqu'on le lui sert sur un plateau... Ludmila, fais tes valises. On rentre à Moscou. Trois semaines plus tard, Boris Yeltsin annonce de sa voix pâteuse la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il est ici nommé personne qui, à mon avis, va rendre notre société plus forte. Vladimirovitch Poutine. Yeltsin vient de nommer Poutine Premier ministre. Un type qui, il y a 3 ans encore, était au chômage à Saint-Pétersbourg. Un petit fonctionnaire. Un homme terne et sans charisme. Et absolument inconnu des Russes de la rue. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans les semaines qui suivent, Poutine trouve l'occasion de montrer qui
il l'est vraiment. La Russie est frappée par une série d'attentats terribles. Et Poutine désigne immédiatement les coupables, les séparatistes musulmans de Tchétchénie. Et il a cette phrase qui montre aux Russes qu'il n'est pas du tout le petit fonctionnaire terne et sans charisme qu'il pense avoir vu accéder au pouvoir. Les Tchétchènes, nous irons les buter jusque dans les toilettes. Terne? Vous avez dit terne? Vous êtes sûr? La guerre de Tchétchénie est une boucherie, un carnage sans pitié. Et on n'aura jamais la preuve que les attentats étaient l'œuvre des Tchétchènes. Il existe une hypothèse sérieuse selon laquelle Poutine a ordonné de faux attentats aux services secrets pour asseoir son pouvoir dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Machiavélique, mais pas certain. Enfin, presque pas. Les Russes, en tout cas, savent maintenant qui est Vladimir Vladimirovitch Poutine. C'est l'homme qu'il leur faut pour redresser la tête. Boris Yeltsin vient de démissionner. Poutine est nommé président par intérim. Et dans 3 mois, il compte bien être président pour de bon. L'élection présidentielle qui doit porter Poutine au pouvoir a lieu le 7 mai de l'an 2000. Le soir des résultats, Boris Yeltsin est chez lui, entouré de sa famille, et comme toute la Russie, il attend les résultats. Vladimir Vladimirovitch Poutine est élu président de Fédération de Russie avec 51,2% des suffrages. Poutine est élu au premier tour. Et Yeltsin est content. C'est sa victoire. C'est lui qui lui a laissé sa place. Il est fier. Boris, tu devrais appeler Vladimir pour le féliciter. Yeltsin décroche son téléphone et il demande qu'on lui passe Poutine. Et il attend. 1 demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et Vladimir Poutine ne rappelle pas. Bon, ça suffit maintenant. Je vais me coucher. Ce soir-là, Poutine ne rappelle pas Boris Yeltsin. On dit qu'il faut toujours tuer le père. Disons que là, c'est allé vite. Les 2 hommes ne se revoient que le jour de l'investiture du nouveau président. Je jure, dans l'exercice des fonctions de président de la Fédération de Russie, de respecter et de protéger les droits et les libertés de l'homme et du citoyen. Vaste programme. Je n'hésite pas à couper l'hymne national russe pour débriefer cette histoire avec vous, Vladimir Fedorovski. Vous êtes russe, vous avez été diplomate sous Gorbatchev. Vous êtes de la même génération exactement que... Évidemment, mais je suis écrivain russo-ukrainien le plus édité en France. C'est le livre explosif Poutine, Ukraine. Face cachée. Face cachée, face cachée. Va sortir la semaine prochaine chez Ballon. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par ça, Vladimir Fedorovski. J'étais parti, comme beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, dans l'idée que Vladimir Poutine est fou, que c'est un malade mental qui, aujourd'hui, va faire basculer le monde dans la folie. Et j'avoue qu'en écrivant cette histoire, je n'ai pas trouvé de traces de pathologie mentale. J'ai plutôt vu, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai plutôt vu un homme qui sait ce qu'il veut et qui arrive à ses fins, mais pas un fou.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison, je tiens à vous féliciter pour votre accent. Vous avez dépassé le mien. Poutine, vous savez, c'est très dangereux quand on raconte qu'il est fou, tout simplement. Il a sa logique. Où il y a deux aspects où vous avez très bien saisi ça. Il y a l'aspect de son enfance. Il va jusqu'au bout. Il est psychorigide. Il ne recule jamais. Jamais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça me rappelle mon ami avec qui je parle toutes les nuits, Rasputin. Oui. Rasputin. Pourquoi Rasputin? Parce que je vais vous dire, vous comprenez, Poutine, il était choisi par hasard. Il est presque aussi bon acteur que vous. Parce qu'il s'est déguisé en faiblard, béni oui-oui. Oui. Et puis, C'était un il déguisement. était choisi comme une marionnette. Et puis, en espace de quelques heures, il est devenu marionnettiste. Vous savez, il a réuni autour d'une grande table, vous l'avez vu, cette table, avec le président Macron, il a réuni tous qui l'ont nommé marionnette. Et il a dit, vous savez, je sais comment vous avez fait les fortunes avec la complicité de banques occidentales. Je sais comment vous avez fait ouvrir pour entrer les portes avec le pied pour entrer dans le bureau d'Eltsine. Mais si vous essayez seulement, Avec moi? avec moi, si vous essayez de vous occuper de la politique, vous êtes les hommes morts. Au sens figuré du terme. Et après, quelqu'un s'est rebuffé, il est allé en tôle, tout le monde a fait une allégeance. Et une deuxième chose, c'est la clé. Vous savez comment elle s'est imposée? C'est la plus grande réussite de marketing du XXe siècle. Eltsine, vous avez si bien imité, génial votre imitation. C'est exactement Eltsine que j'ai connu. Et à ce moment-là, complètement délabré, qui n'arrive pas à articuler, et à côté de lui, un jeune homme en t-shirt, Lacoste, Oui. de couleur vert. Oui. Il prend le micro et il prononce la phrase qui vous choque. Je vais zigouiller les terroristes tchétchènes Jusque dans jusqu'aux les chiottes. chiottes. C'est, vous savez, 40% de plus dans les sondages. Il était méconnu. C'est comme ça qu'il est devenu l'homme populaire de Mais la Russie. ma question, c'est est-ce que, au fond, depuis le moment où il entre au KGB, il a dans la tête, non pas d'être président, mais il a dans la tête de conquérir une forme de pouvoir, où c'est le temps passant qu'il se dit que c'est possible? Non, pas du tout. Il était choisi par hasard. Mais Lui n'a pas après- ce plan. Pas du tout. Pas du tout. Moi, vous savez, je l'ai connu, je vois comment fonctionne. Il est aussi bon acteur que nous-mêmes. Oui. Il se déguise tout le temps. Oui. Il se déguisait en faiblard. Mais je vais vous dire, il est acquis une conviction qui est assez gravissime aujourd'hui, qu'il était envoyé par la Providence, par Rasputin, pour assurer la renaissance de la Russie. La Russie était bafouée, elle était humiliée. 50% de la Russie vivait au seuil de pauvreté, au-dessus du seuil de pauvreté. Il y avait 2500% d'inflation, il y avait 3% des oligarques qui ont partagé 50% De la richesse. de richesse. Ouais. Et il a dit qu'il était envoyé par la Providence pour assurer ça. C'est pour ça que c'est assez dangereux, parce que vous comprenez, on vit aujourd'hui dans le monde imaginaire, vous comprenez? Tout le monde ment et croit à leurs mensonges. Ils disent, ah, c'est ton parano, c'est ton dingo, etc. C'est pas vrai. Il a sa propre logique, d'ailleurs, qui reflète les préoccupations russes, parce que à l'époque, quand j'ai fait sortir la Russie du système communiste et on a tué la guerre froide, 80% des Russes. Vous dites ça parce que vous travailliez à l'époque avec Avec Mikhail Gorbatchev, bien oui. sûr, mais parce qu'on est sorti, c'était quelque chose de formidable. Et à l'époque, les Russes voulaient l'Europe. Elle était d'accord avec tout. Allez-y, allez-y. Et l'Occident, il était devant le choix. Soit on accepte les Russes, mais c'est trop grand. Peut-être il faut les repousser. Et on a repoussé la Russie. J'ai quelqu'un que j'ai bien connu, le plus grand ambassadeur américain, inventeur de la CIA, inventeur de la théorie d'endiguement, George Kennan, il s'appelait. Oui. Il m'a dit que c'est la plus grande erreur depuis Jésus-Christ de refouler
les Russies. Et on paye maintenant. On En aurait fait, dû leur ouvrir les bras. on aurait dû En 90. trouver Hmm. en tout cas la solution. On n'a pas fait et on le paye très cher maintenant. Si on reprend, Vladimir, l'histoire au tout début, ses parents, à Vladimir Poutine, ont vécu le siège de Leningrad. Et ça semble être un énorme traumatisme dont manifestement Vladimir Poutine, mais peut-être pas que lui, peut-être toute sa génération, la vôtre, a hérité. Il est porteur de ce traumatisme et je voudrais savoir qu'est-ce que ça pèse pour des Russes de votre âge, ce siège de Leningrad que vous n'avez pas vécu, mais vous avez vécu dans le souvenir. Je vais vous dire, je suis très touché que vous évoquiez ça. Parce qu'une des clés aussi pour comprendre ce qui se passe, c'est justement le siège de Leningrad, où il est mort son frère aîné. Vous comprenez? 2 millions de morts. Et surtout, 27 millions de morts dans la famille de Poutine. Mais je tiens à vous dire, dans ma famille, mon père était ukrainien, un très grand héros de la guerre. 11 personnes sont mortes sur le front à Stalingrad. Et si Stalingrad, c'était notre conviction, mais c'est la conviction de chaque Russe, pas seulement notre génération, les jeunes aujourd'hui, plus que nous, conviction qu'on ne peut pas reculer. Pourquoi? Parce qu'autrement, ce sera comme autrefois avec Hitler et ces 27 millions de morts. 27 millions de morts qui sont dans nos veines, dans notre cœur. Vous voulez comprendre Poutine? Évidemment judo, évidemment son enfance, vraiment de la vraie, évidemment sa copine d'aujourd'hui, évidemment. Mais surtout, vous avez visé juste le blocus de Stalingrad. De J'ai dit Leningrad. De Leningrad. Et Stalingrad, bataille de Stalingrad. Voilà, les deux. Les deux. Est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, quand il parle des Ukrainiens, il les qualifie de fascistes, ce qui n'a strictement aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Comme si, au fond, il avait gardé la mémoire que l'ennemi, c'est le nazi. Bien sûr, mais c'est les nazis pour nous tous, mais simplement, je n'aime pas quand il fait cette mise en scène. Ça n'a pas de sens. Et je voudrais vous dire une chose, ce que vous comprenez, je fais appel depuis 2 ou 3 jours qu'on cesse cette guerre et qu'il rencontre le plus rapidement possible président Zelensky, ukrainien, parce qu'il y a la base pour la négociation. Zelensky, il dit qu'il est d'accord pour le statut neutre. Poutine, il veut partir le plus longtemps, le plus vite possible de l'Ukraine. Et vous savez, quand je faisais ça, et on m'a dit que c'était ressenti, j'ai dit, au nom de votre frère, en blocus de Leningrad, au nom des miens, 11 personnes péries à Stalingrad, faites ce geste-là, faites un geste pour arrêter l'effusion du sang. Qui a sauvé le jeune Vladimir de son statut de jeune délinquant? Est-ce que c'est vraiment son institutrice Gourevitch? Gourevitch, elle a joué un rôle, il l'a beaucoup soutenu, il a vécu après en Israël, il a des rapports. Poutine, il déteste les traîtres, c'est d'une fidélité absolue avec les gens qui le sont tenus. Mais vraiment, je faisais l'enquête sur lui. La clé de ça, vous l'avez très bien mentionné, c'est le judo. Vous voulez comprendre Poutine? Tout d'abord, c'est le coach. Il était l'enfant de la rue, il se battait. Il faillit devenir vraiment le droit commun, terminer en prison. Et le coach le rattrape par la main, il l'amène, il devient excellent judoka. Vous voulez comprendre sa stratégie? C'est comme judo, il bouscule l'adversaire, il utilise sa force pour remporter la victoire. C'est Poutine, c'est tout Poutine, l'enfant de la rue jusqu'au bout, et puis une autre clé, judo, bien sûr. Il dit d'ailleurs aujourd'hui qu'il est maître judoka. Il ne dit pas « je suis judoka », il dit qu'il est maître. Il s'entraîne chaque jour. Vous savez, sa journée, juste 2 mots, juste pour vous donner, c'est un bureau de travail. Tous les jours, 1h30 de sport. Tous les jours. Après, 1 demi-heure avec une copine très belle, gymnaste. Et après, jusqu'à 3h du matin au Kremlin. Au travail. Je suppose que vous avez vu, vous aussi, dans les années 70, sortir à la télévision les 17 moments du printemps, avec ce héros qui s'appelait donc Stirlitz. Extraordinaire. Et encore, vous m'avez touché. Je vais vous dire.
Vous voulez comprendre Poutine, comment il mène négociation? Oui. Évidemment, il mène négociation pas comme un homme d'État. Il mène négociation comme un agent du KGB qui travaille avec ses agents. Et je conseille aux gens, c'est une excellente d'ailleurs série, assez extraordinaire, qui nous a marqués tous. Et ça, c'est vrai que ça l'a poussé à devenir espion. Il voulait être James Bond russe. Mhm. Il n'est pas devenu James Bond russe. Non. Mais il est devenu Poutine dont on parle tous les jours. Il y a un passage de sa carrière qui est assez mystérieux. C'est le moment où, après la chute de l'Union soviétique, il se rallie à Sobchak. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez, non, pas du tout. Je vais vous raconter ça parce que là, j'étais carrément, tout le monde, j'ai connu évidemment très bien Sobchak et j'ai connu à l'époque Poutine. Et avec Sobchak, on a créé un premier parti démocratique en Russie. C'était vraiment un ami, on se tutoyait. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Poutine? Mais attendez, Opportunisme. je vais vous dire, pas du tout. Ça s'est passé comme ça. Il était dans le placard à l'université de Saint-Pétersbourg, assistant de recteur de l'université. Il est très triste, il ne sait pas quoi faire, etc. Et Sobchak, quand même, le truc était pittoresque. L'époque, tout ça, vous ne connaissez pas. Mais les gens se baladaient facilement avec 2 millions de dollars dans le sacoche. Ouais. Et Sobchak, qui n'était pas corrompu, au départ, il était un beau parleur, vous savez, les costumes à carreaux, adorait la France, oui. des petites copines françaises, tout ça, tout le truc. Et je vais vous dire, Sobchak m'a raconté, il a dit, j'étais effrayé parce que les gens viennent avec le sacoche, je serais piégé parce qu'ils vont dire que je prends les pots de vin. Oui. Et je cherchais un officier du KGB. Poutine, il continue à percevoir le salaire jusqu'à 91 au KGB. Il a travaillé auprès de Sobchak très ouvertement, comme l'officier de KGB. Sobchak a utilisé les cœurs. C'est lui qui prend les pots de vin à la place de Sobchak. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des bêtises. D'ailleurs, Poutine, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas un homme d'argent. C'est un homme du pouvoir. Et c'est, en quelque sorte, toute la Russie lui appartient. C'est beaucoup plus grave. Mais je tiens à vous dire, Sobchak, il a vidé son antichambre. La phrase exacte de Sobchak, il vide mon antichambre pour éviter que je sois piégé. Il a très bien rempli ce rôle puisqu'il était d'une fidélité absolue. J'étais porte-parole des antiputschistes. Il a même participé à la résistance du KGB qu'il est contre le putsch du KGB de 91, en août 91. Qui fait de lui le patron du FSB? C'est Yeltsin? C'est Yeltsin, mais Yeltsin, vous l'avez très bien, vous savez... il est manipulé. Il est manipulé. Yeltsin, vous l'avez très bien présenté. Vos auditeurs tout de suite compris. C'était une légume, Yeltsin. Vous comprenez? Il était 30% de capacité. Au Kremlin, c'est la fille, c'est les oligarques qui dirigeaient à sa place. Et Yeltsin, il jonglait avec les premiers ministres, etc. Il a choisi, ils se sont trompés, parce que comme il était un acteur, il s'est déguisé dans le plus faible de tous. On n'a pas peur de lui, on va le guider où on veut, etc. Marionnette. Il s'est déguisé en une marionnette. Mais seulement dès qu'on devient le tsar, la marionnette devient marionnettiste. Et il a fait ça en 5 minutes. Et il est devenu, au début, d'ailleurs, il était très pro-occidental, je tiens à vous dire. Très pro-occidental, le marionnettiste pro-occidental, quand il faisait ses sports 1h30, le 11 septembre, il regarde les 2 tours, il téléphone, il a une capacité extraordinaire de toucher le téléphone rouge et téléphoner tout de suite au président américain. Il a dit, nous sommes avec vous, nous sommes désormais... Nous allons combattre le terrorisme islamique ensemble. C'est lui qui a donné aux Américains le nom de Ben Laden. Il a donné les bases, tout ce qu'il faut. Et finalement, les Américains ne lui ont pas renvoyé l'ascenseur. Et là, il était blessé. Et puis, cette affaire de mensonge américain à propos de l'élargissement de l'OTAN, c'est un mensonge assez significatif qui l'a bouleversé. Et puis, c'est devenu un autre Poutine que vous vivez aujourd'hui. Il devient, dit-on, vraiment marionnettiste, comme vous dites, par la guerre de Tchétchénie. Est-ce que les attentats qui ont déclenché la guerre de Tchétchénie sont une manipulation de Poutine pour asseoir son pouvoir de marionnettiste, ou est-ce que ce sont vraiment des attentats tchétchènes? Non, c'est pas Neznaïch. Bonne enquête, j'ai mené une enquête. Oui.
c'était arrivé quand même par Helsinki. Moi, je reste persuadé Que c'est Yeltsin? que derrière ça, je reste persuadé, on n'a pas de confirmation, mais tous les indices, il y a un excellent journaliste américain qui fait une enquête extraordinaire à ce propos, et pour ma part, avec les choses comme ça reste un point déclencheur, mais il y a les choses très mystérieuses. Il faut avoir des preuves aussi de notre part pour affirmer ça d'une manière définitive, mais ma version, c'est plutôt ce que vous dites. Voilà, on va rester là, Vladimir Fedorovski, merci infiniment, et on attend donc votre livre qui va s'appeler Ukraine-Poutine, face cachée, et qui va paraître... Face cachée, et qui explosif. et qui va paraître dans quelques jours aux éditions Ballon. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.